vous invite à faire le tour de l'Agne, de faire le chemin des douaniers. Vous allez voir le côté pittoresque. Et quand vous remontez, malheureusement, on voit cette usine. Ça fait 18 ans qu'on est là et vraiment, ça ne nous pose aucun problème. Il y a un conditionnement psychologique et mental qui est évident, qui est logique. Je ne connais pas d'industrie qui détaille autant ses activités publiquement. Ce qui a été le plus convaincant pour les élus, c'est les moyens financiers. Ah, la beauté brute et austère du Cotentin. Ses falaises, ses tempêtes, ses manoirs en granit, ses côtes verdies par les pluies, ses plages interminables, et perché là-haut sur son front, cette énorme verrue, le plus gros centre de traitement de déchets nucléaires de la planète. Comme une erreur de casting imposée à ce petit monde du bout du monde. À 20 km de Cherbourg, la pointe de la Hague, envahie par les Vikings puis occupée par les Allemands, est aujourd'hui colonisée par l'industrie de l'atome. Comment ce petit bout de terre enclavé vit-il son statut de capitale mondiale du nucléaire? De La Hague, vous connaissez probablement déjà ça. Bienvenue à tous. Une bataille rangée, un quart de CRS incendié, alors que le débat politique bat son plein. La contestation antinucléaire a donc pris un tour violent aujourd'hui dans la Manche. Des centaines de personnes, je vous le disais, ont tenté d'arrêter un train de déchets retraité en France par le groupe Areva et ramené vers l'Allemagne. Les images d'abord avec Samassoula, Antoine Morel et notre bureau à Rennes. À quelques mètres de la voie ferrée, les forces de l'ordre tentent de déloger les activistes venus bloquer le départ du train de déchets nucléaires. Leur objectif, empêcher la circulation de ces wagons chargés de déchets nucléaires allemands traités par Areva et en partance pour l'Allemagne. Des déchets radioactifs comme cela, l'usine en recueille un peu plus de 1000 tonnes chaque année, renvoyées par les centrales nucléaires françaises, européennes et japonaises. Mais que se passe-t-il vraiment derrière les gendarmes et les barbelés? L'usine affirme ne rien avoir à cacher. Tant mieux. Visite guidée. On se trouve ici sur l'atelier de déchargement. C'est le point d'entrée de l'usine. La guide de la visite. Le combustible usé arrive par train jusqu'à la gare de Valognes. Il est ensuite chargé sur des camions. Et ces camions, donc par transport routier, arrivent ici jusqu'au site de La Hague. La première étape du procédé, ça va être d'ouvrir ces emballages pour aller chercher le combustible qui se trouve à l'intérieur. Il faut savoir que dans un combustible usé, 96% des matières sont recyclables et 4% ce sont des déchets finaux. Et l'objectif du traitement ici va être de séparer ces matières et conditionner les résidus finaux. Donc en gros, on récupère d'abord le combustible fortement irradiant caché derrière un bon mètre 30 de béton. Tout est mécanisé pour éviter à l'homme, ce petit être si fragile, d'entrer en contact avec la matière. Le risque le plus important, c'est l'irradiation, et ça on s'en protège grâce à l'épaisseur des murs et à cette vitre au plomb. Donc personne n'est rentré dans cette cellule depuis la mise en service de cette cellule dans les années 80. Voilà qui explique en partie pourquoi l'usine est condamnée à conserver ce style un brin rétro et des salles de conduite tout droit sorties d'un vieux film de science-fiction. Et sinon, c'est pas un peu dangereux de travailler en zone nucléaire? Il peut arriver pendant une manipulation qu'au moment du passage au contrôleur, il y ait une contamination qui soit détectée. Dans ces cas-là, on appelle un opérateur de radioprotection qui va définir la conduite à tenir. Souvent, ça consiste en un simple lavage des mains. Mais revenons à nos moutons. Radioactifs. Les barres de combustible passent ensuite quelques années à barboter dans une piscine, histoire de refroidir avant d'être traités chimiquement pour enfin séparer les différents éléments. L'uranium et le plutonium récupérés par ce procédé sont en principe renvoyés aux clients électriciens. Les 4% de déchets définitifs, eux, sont vitrifiés pour être finalement enfouis sous terre avant de trouver une meilleure solution. Mais ça, c'est pas vraiment le problème d'Areva. Il y a plusieurs sortes de résidus. Et donc effectivement, l'ensemble de ces matières sont emprisonnées dans ce verre. Et certains ont effectivement des durées de vie qui se comptent en plusieurs dizaines de milliers d'années. Ce qu'on apporte, nous, en tant qu'industriels, c'est une solution technologique qui permet de garantir le confinement de ces produits. Pendant des dizaines de milliers d'années, avec des garanties pareilles, mieux vaut ne pas égarer le ticket de caisse.
En attendant, c'est la Hague qui sert de poubelle discrète à la totalité de l'industrie nucléaire française et ses centaines de milliers de tonnes de déchets. Pire, l'immense majorité des matériaux recyclables traités par l'usine ne seraient pas réutilisés par les centrales nucléaires qui continuent d'importer l'uranium de l'étranger. Le combustible recyclable n'est donc pas recyclé. Comment en est-on arrivé là ? C'est au général que l'on doit cette idée explosive. En 1958, la France ne possède qu'un seul site d'expérimentation militaire atomique. De Gaulle décide d'en créer un deuxième. Le choix se porte sur la Hague, petit bout de terre paysanne qui donne à 200 degrés sur la mer. Alors, le site comporte une caractéristique qui est intéressante. Le directeur du site. Des courants extrêmement importants situés au large du cap de la Hague, des courants qui vont jusqu'à 10 nœuds et qui permettent la dilution des effluents que le site peut être amené à rejeter en mer. Et donc, c'est une caractéristique qui a été favorable pour l'implantation du site. À l'époque, étonnamment, sa construction ne suscite aucune opposition. Didier Anger, chef de file historique des antinucléaires locaux, se souvient. Ça n'a pas été dit que c'était à des fins militaires. L'antinucléaire. On a raconté tout et n'importe quoi. C'était pas très crédible. Par exemple, qu'on allait faire des ustensiles de cuisine. On a parlé de casseroles, etc. On a parlé de plâtre. Or, la Hague est granitique et schisteuse. On ne sait pas où on aurait trouvé du calcaire dans le secteur. Mais on a misé sur donc, une population qui connaissait peu de choses. Il y avait le secret militaire et le secret nucléaire. Les deux ensemble, c'est pas encore disparu d'ailleurs, ça, aujourd'hui, hein, quoi qu'on en dise. Et puis, on a payé les terres qui ne valaient rien, beaucoup plus cher qu'elles n'auraient valu sur le plan commercial habituel. Dans les années 70, la France de Giscard prend le virage du nucléaire civil. L'usine passe aux mains de la Cogema et à quelques kilomètres de là, la centrale de Flamanville voit le jour. Il faut donc logiquement augmenter les capacités de retraitement de la Hague. Les années 80 sont celles du grand chantier. C'est ainsi que la pointe du Cotentin est devenue l'endroit le plus nucléarisé au monde. Avec la base de sous-marins nucléaires de Cherbourg, l'usine de la Hague, le centre de stockage de déchets et enfin la centrale de Flamanville. Aujourd'hui, 5000 personnes viennent quotidiennement travailler à l'usine de la Hague, dorénavant gérée par Areva, premier employeur du Nord-Cotentin et acteur incontournable du département. La première contribution économique à l'activité sur le territoire, c'est d'abord la rémunération des salariés. La deuxième contribution économique, elle relève des taxes et impôts qu'une industrie nucléaire est amenée à payer au territoire. Donc ces taxations ont permis des investissements importants sur l'ensemble des communes. Et je crois que quand on fait le tour des villes et des villages autour du site de la Hague, on voit des municipalités qui ont pris en charge leur patrimoine. Et on a un patrimoine exceptionnellement conservé. Symptôme de son enracinement dans le territoire, de nombreux élus locaux sont issus de l'usine. C'est le cas de Michel Laurent, le maire du village de Beaumont-Hague, situé à 2 km du site. Oh ben moi, quand j'ai vu l'usine s'implanter, j'ai tout fait pour qu'on évolue très vite. On avait une occasion unique d'avoir le plus grand chantier d'Europe. Le maire. Avant, c'était un bourg rural. C'était uniquement une rue principale, vous voyez, avec des hameaux qui sont là, tout autour. La rue de Beaumont qui est ici, on a une façade littorale qui est là, et ce n'était que 400 habitants. Pendant le grand chantier ici, on était passé à 2300 habitants. On est descendu à 1300, on a été envié par les recettes que l'on avait, et c'était bien normal, en échange d'une activité que tout le monde ne voulait pas forcément, eh bien on a eu la chance d'une acceptation qui a apporté du bien-être de façon globale, du travail d'abord, fixer des jeunes au pays, et ensuite avoir des équipements de toute nature sur le plan social, sportif et de l'emploi complémentaire ici. Et ce n'est pas sans une certaine fierté que Michel Laurent fait le tour du propriétaire. Là, on a une maison des jeunes, c'est pour le périscolaire, vous voyez, une salle polyvalente de 700 places.
Là, c'est une filiale d'Areva, là, vous voyez. Alors, vous avez vu le chantier qu'on fait là? Moi, je suis content quand je vois une grue sur la commune. Et là, c'est des stades de foot. On a 3 terrains de foot, dont un en synthétique, avec une piste autour. Un stade épique, vous voyez un peu l'envergure qu'il peut avoir, tout ce secteur-là. Et là, à l'entrée de Beaumont, nous avons 1000 emplois. 10 hectares de terrain qui sont pleins. Une élection municipale se gagne par un bilan de ce que l'on a fait et de ce qu'on l'on veut faire avec les moyens que l'on connaît. Ce n'est pas autrement. Le tout payé cash avec la taxe professionnelle d'Areva. Parmi les quelques extravagances, un centre aquatique à 9 millions d'euros. Vous voyez le grand bassin de 25 mètres. Un truc ludique avec des massages, des toboggans, et pour les tout petits. Une piscine qui est bien située vis-à-vis des écoles, vis-à-vis de la population nouvelle qui est ici. C'est un lieu magique pour nous. Pour partager la cagnotte, tout de même 175 millions d'euros les belles années, les élus ont mis en place une communauté de communes. Financée à 95% par l'argent du nucléaire, elle est le 2e employeur du canton. Certes, on a un territoire de 12 000 habitants qui est équipé comme une ville de 30 000. La communauté de communes. On a considéré que si 10% des retombées fiscales servaient à améliorer l'image de ce canton, en fait, ça coûtait pas cher aux contribuables et c'était à la limite la moindre des choses que le nucléaire devait faire pour contribuer à faire en sorte que l'Agde continue à être attractive. Et les principaux concernés alors, ceux qui dorment à côté de l'usine et de ces tonnes de déchets radioactifs, qu'en pensent-ils? Oui. Vous préférez la crème de ce matin? Oui. Je vais mettre les deux là. Et un petit camembert. Ils ont un peu limité les dégâts parce qu'ils l'ont peinte en couleur tendre, elle se noie bien dans le paysage. Enfin bon, de toute façon, c'est moins important. Vous trouvez que c'est plus joli, les centrales avec leurs gros dômes et leurs grosses fumées qui sortent, etc. Bon, donc, merci. Il fallait bien de toute façon qu'on retraite les... Sinon, qu'est-ce qu'on ferait des déchets nucléaires? Tant qu'on n'a pas trouvé de solution de rechange, il faut bien trouver des solutions pour traiter ce qui reste actuellement. C'est pas que je suis pour le nucléaire, mais malheureusement, moi je peux plus me passer d'électricité. Enfin, moi, laver le linge à la rivière, merci. Le plan Orsec, s'il y a quoi que ce soit, l'usine, les alertes que l'on fait, les répétitions, on y pense tous. Mais voilà, on a choisi de vivre comme ça et bon, je l'aurais peut-être faire un peu l'autruche, mais... Oui, on n'a pas choisi, mais bon. Mais bon, on a tellement de compensations. On n'y pense plus. Ouais. Il y avait quand même les écologistes qui ont bien servi parce que malgré tout, ils faisaient attention à tout ça, ça mettait la puce à l'oreille. Et même maintenant, ça sert toujours, qu'il y ait toujours des gens qui fassent attention. Et à l'époque, c'était pas très net. Dans cette histoire compliquée, les écologistes ont souvent dit tout haut ce que les autres craignaient tout bas. Dans les années 70, la Hague prend des airs de Larzac. Didier Anger fait partie du comité d'organisation des premières manifestations antinucléaires. Donc, une réunion publique. Ça, c'est une affiche qui date de 1976. Ça, c'est une affiche qu'on avait préparée pour l'occupation du site de Flamanville en 1977. Il y a toujours cette résistance. Et quand il a été question d'installer des centres de stockage de déchets vitrifiés de longue activité et de haute activité, eh bien, il y a eu un refus évident des populations. Alors, on peut dire aujourd'hui que cette région est coincée entre deux peurs. Il y a la peur d'abord immédiate du chômage. Depuis les années 80, toutes les entreprises se sont effondrées sur Cherbourg. Mais il suffit qu'il y ait des incidents et immédiatement, c'est l'autre peur qu'on a refoulée et qui refait surface.
là où ça s'est manifesté, c'est pas immédiatement ces dernières années, mais il y a un peu plus loin, 95, 96, 97, l'affaire du tuyau. En 1997, Greenpeace mène à La Hague l'une de ses plus grandes campagnes médiatiques. L'organisation accuse un tuyau entartré de déverser de très hautes doses de radioactivité au large de l'usine. Greenpeace remporte la bataille et force le groupe industriel à quelques travaux. Ces révélations tombent mal. 2 ans plus tôt, un rapport met en lien la proximité de l'usine avec le nombre de cas de leucémie infantile dans la région. La Hague doute, y pense, et puis oublie. Greenpeace devient à l'époque le leader de la lutte contre le transport des déchets nucléaires et le pire ennemi d'Areva. 20 ans plus tard, l'impact national de l'organisation est toujours le même. Mais du côté de Cherbourg, le local coloré de la rue piétonne prend un peu des airs de salle des vétérans. Tu as vu qu'il y a une pompe qui était arrêtée, maintenance, pour cause de vibrations. On est passé à côté aussi. Hein. Ouais. Le groupe local de Greenpeace Cherbourg a eu des gros moments d'activité parce qu'il y avait tout à faire, quoi. Les militants. Il n'y avait pas de commission locale d'information, il n'y avait pas... les seules informations qui arrivaient de l'usine, c'était Areva ou Kojima qui donnait. Qu'est-ce que t'en penses, Adi ? Je pense que le nombre de personnes sensibles aux arguments de Greenpeace est fluctuant en fonction de l'actualité. On va avoir une catastrophe quelque part, des incidents. Et lorsqu'on va tenir des permanences ici, effectivement, le public va venir plus nombreux, se renseigner, voir comment il peut parer à tous ces problèmes, se protéger. Est-ce qu'on leur dit la vérité ? Est-ce que les gens sont inquiets, ça c'est certain. On arrive quand même à faire naître une conscience citoyenne et même, je pense au prélèvement là, du laboratoire de l'Accro. Ouais, aussi, déjà, ça, c'est ouvert à tout le monde, on peut aller gratouiller le sable, on peut les aider à faire des prélèvements et puis on va suivre derrière les analyses. Aujourd'hui, les actions ponctuelles et spectaculaires cohabitent avec une vigilance citoyenne quotidienne. Les volontaires en bleu ont remplacé les militants de la paix verte. C'est bon ? Ah oui, des trucs. Ben oui, ça serait bête d'arriver en bas, tout de suite on a oublié. Ah, il y en a un dedans. Non, oui. non. Ah d'accord, le gros. Ça c'est pour l'eau douce. C'est ça, c'est l'eau de mer. On n'a pas pris non plus les algues parce qu'on va les laisser tranquilles, les algues. Grâce au soutien de dizaines de bénévoles, ce laboratoire associatif indépendant réalise ses propres analyses à l'échelle de la Normandie et force ainsi les industriels à la vigilance. C'était un des coins les plus pollués de la région et même sur une échelle assez large. Les garde-fous. Si on n'est pas là à surveiller un peu les choses, ils laissent les choses en état, et les choses en état ici, c'est pas rien. C'est des pollutions qui sont amenées à rester des années, en espérant un peu d'une manière magique que ça disparaisse. Mais ça ne disparaît pas, ça se reconcentre toujours quelque part. On ne sait pas comment non plus, parce que c'est quand même une pollution très puissante, mais voilà, anodine, parce que ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, c'est sous l'eau, donc voilà. Pour connaître la vérité, il faut se battre. La vérité, et il faut la gagner. C'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser le plus possible de citoyens dans ce travail-là, des gens qui sont des simples citoyens, pas forcément des scientifiques experts. Au départ, on nous a justement renvoyés parce qu'on n'y connaissait rien, mais la conjonction entre des simples citoyens comme nous et des scientifiques qui connaissent leur travail et qui font vivre le labo et donnent des informations tout à fait crédibles, a permis d'arriver et de se mettre autour de la table, d'être accepté autour de la table. Et c'est très difficile parce que c'est une région où tout vit par l'industrie nucléaire à tout point de vue, financièrement, au niveau de l'emploi, au niveau Et en plus, c'est une industrie très dangereuse, donc il y a quelque part du déni
et du refoulé chez les gens ici dans la région, chez les habitants du Nord-Cotentin, et un peu au-delà, mais surtout dans le Nord-Cotentin. Pour pouvoir vivre ici, il ne faut pas se dire tous les jours qu'il y a du danger. Et donc, les gens sont dans le déni, trouvent des accommodements et refoulent un peu les idées un peu... c'est angoissant quand même de vivre autour d'une industrie comme ça. Expertise contre expertise. Là-haut aussi, on revendique sa vigilance. Enfin, encore faut-il réussir à déchiffrer les tableaux et les conversations de Delphine Andrieux avec ses équipes. Sur les cuves de réception 515, donc la 51 est dédiée au LPH. D'accord. La 53 pour les effluents V et la 55 est dirigée pour la BL. Très bien. Au niveau cimentation, la maintenance du malaxeur est en train de se terminer. Voilà, c'est ça, ils sont en test d'étanchéité actuellement. D'accord. Nous, sur le périmètre, on est amené à procéder à des rejets d'effluents en mer. Et donc, c'est notre quotidien que d'apporter une vigilance particulière à ces sujets. La première des choses, c'est d'abord d'expliquer notre activité. La chef d'équipe. Il faut qu'on explique aux gens ce qu'est l'activité nucléaire, ce qu'est l'activité de l'établissement de la Hague. Et je pense que les salariés sont les meilleurs représentants pour expliquer ce qu'on fait réellement ici, quoi. Il ne faut pas laisser les gens qui ne connaissent pas ce qu'on fait parler à notre place, quoi. Des salariés d'Areva, justement, on en trouve un peu partout à La Hague, y compris à la tête de la station de radio, indépendante, locale, Hague FM. Le fait d'être salarié chez Areva ne m'a pas apporté plus que quelqu'un d'autre, je dirais. La radio locale. Si ce n'est qu'effectivement, Areva, dès le départ, nous a proposé de la promotion pour les visites de l'usine. Donc depuis 3 ans maintenant, on fonctionne avec eux et ils parrainent la météo, tout simplement, sur notre antenne. Voilà, c'est un coup de pouce de leur part. Donc effectivement, pour nous, ça fait une rentrée d'argent en plus. Mais ce n'est pas non plus ce qui fait fonctionner la radio au quotidien. Voilà, il n'y a pas de parti pris chez nous, et c'est pas parce que ma position de chef de car chez Areva fait pencher la balance plus d'un côté que de l'autre. Je veux dire, on donne la parole à tout le monde. Maintenant, nous, on n'est pas juge ou parti, et voilà. Donc, mais c'est important pour nous de donner la parole à l'ensemble des acteurs locaux, que ce soit industriels ou collectivités locales, vous voyez. Le micro-trottoir de ce matin, c'est quel sujet que tu vas faire ? C'est sur les effets de la baisse de la taxe professionnelle d'Areva sur les collectivités locales. D'accord. Il y a peu, l'annonce de la suppression de la taxe professionnelle a eu l'effet d'un coup de tonnerre. Le manque à gagner est énorme pour le département et ses communes. Plusieurs dizaines de millions d'euros. La Hague, qui se croyait riche, se réveille avec la gueule de bois. Du coup, on se demande si on n'a pas vu un peu trop grand dans les investissements. Romain de la radio FM, je peux vous poser une petite question. Oui. Donc les effets de la baisse de la taxe professionnelle versée par Areva aux communes va sûrement se faire ressentir rapidement. Est-ce que vous pensez que les investissements doivent continuer ou au contraire être revus à la baisse ? Je pense qu'il faut continuer à investir, mais je pense aussi que les collectivités doivent être prudentes. Je pense que les investissements doivent continuer, mais sûrement les modérément et faisant très attention à la suite quand même, parce qu'il va quand même y avoir des retombées qui vont être quand même beaucoup moins importantes. Le coup est rude, mais la nouvelle pas forcément mauvaise à long terme. C'est du moins l'avis de certains élus de Basse-Normandie. Avec la disparition de la taxe professionnelle, les langues, elles se délient. L'élu écolo. Et on se rend compte à quel point la taxe professionnelle a généré un blocage dans l'imaginaire que les élus pourraient avoir de leur territoire. Et c'est logique, c'est tout à fait logique. C'est exactement comme les pots de vin, comme le lobbying. À partir du moment où on vous finance pour le bien-être de votre territoire en tant qu'élu local, moi je comprends tout à fait, j'aurais peut-être agi de la même manière, eh bien, on se bloque toute possibilité de perspectives différentes. Et là, on sent qu'aujourd'hui, si le débat il se régénère un peu, c'est aussi avec ça. Verra-t-on un jour la Hague sans usine ? Peut-être. Mais même si la France annonçait demain son intention de sortir du nucléaire, le démantèlement des zones nucléarisées durerait plus d'1 siècle. Reste qu'après Fukushima et la fin du nucléaire en Allemagne, le sujet n'est plus tabou. Une population pauvre dans le Nord-Cotentin. Donc une mono-industrie, c'est jamais sain. Quand une industrie elle ferme dans un territoire et qu'elle a nourri effectivement tout un bassin de vie, le territoire il meurt.
Donc c'est pas... Mais ça, nucléaire ou pas, hein. Quand on parle de relocalisation et de diversification de l'économie, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour dire que c'est pas sain qu'un territoire ne vive que d'un type d'industrie. C'est catastrophique. On a bien vu dans les bassins miniers, que ce soit en Lorraine ou dans le Nord-Pas-de-Calais, ça tue une région. Donc il faut diversifier. Et en Basse-Normandie, on a ce potentiel-là avec les énergies marines renouvelables. Donc on va avoir un premier champ offshore dans le Calvados, avec la production des éoliennes à Cherbourg. Donc ça devrait déjà permettre aux esprits, aux élus locaux aussi, hein, qui sont les premiers... ils véhiculent quand même une norme. Hein. Donc ça leur permettra de voir qu'on peut faire d'autres choses. Et on mise beaucoup là-dessus. En vendant son âme à une industrie dont personne ne voulait, le Cotentin a touché le jackpot et assuré un développement inespéré à quelques villages reculés. Mais la machine à billets est aujourd'hui enrayée. Restent ces questions qui mettent mal à l'aise. L'hypothèse d'un incident que l'on ose à peine évoquer. Et l'avenir des matières radioactives stockées en sous-sol pendant des centaines de milliers d'années. La Hague et le nucléaire ont en tout cas scellé leur destin pour l'éternité.